Je viens d'apprendre que Vincent était in fine le local de l'étape aujourd'hui. Que tu étais le local de l'étape. Ah oui. En tant qu'ancien cycliste, il faut que je prenne cette expression à chaque fois que je peux l'apprendre. Vincent a fait sa thèse en 97 et en fait il l'a faite entre le laboratoire de Bordeaux et à Paris. Voilà, donc isotope stable des éléments légers. Euh, James, please. Ok, vous m'avez perturbé. Où il a essentiellement travaillé sur des sujets d'anthropologie avec donc l'isotopes stables des éléments légers, carbone, azote. Il a été ensuite faire son postdoc à Lyon, où il a été in fine recruté chargé de recherche en 2002. Et là, il a profité de la possibilité d'étendre sa géochimie à des éléments moins conventionnels, c'est-à-dire le fer, le calcium, le zinc et le magnésium. Et il a élargi ses thèmes en s'intéressant aussi à des problèmes d'écologie et de paléo-environnement. Il a été promu directeur de recherche en 2013 et il passe de systèmes plutôt macro récemment à des systèmes plutôt cellulaires. Donc il est en train de se requalifier en termes de biologiste, n'est-ce pas? Je te remercie Vincent, je te laisse la parole. Merci Pierre. Euh, donc quand Pierre m'a demandé de faire excuse me, I will speak French. Okay. Quand Pierre m'a demandé de faire un speech sur le soufre, je lui ai dit oh là là, mais alors à la différence de Joël et de James, je suis absolument pas spécialiste des isotopes du soufre. Je les ai utilisés, je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure, un peu par hasard. Et donc, ça a été une découverte assez intéressante, qui est liée à la biologie, puis plus précisément à la médecine. Et du coup, on a continué à travailler là-dessus. Alors, j'ai pris un parti pris en fait pour cette présentation. Finalement, on passe depuis Joël à des processus complètement physiques, chimiques, à James qui a introduit un petit peu de biologie là-dedans, de mécanistique biologique. Donc moi, je suis à la fin, à la toute fin. Donc je vais observer des animaux, je vais observer des archives archéologiques et des processus pathologiques. Donc ça ne va pas du tout être une présentation où je vais rentrer dans le détail des mécanismes. De toute façon, je pense que vous avez présenté tout à fait bien. Je me suis dit, en passant dernier, je ne vais pas répéter ce qui probablement va être dit. Donc je vais essayer de ne pas trop faire non plus une présentation. J'ai fait des choix arbitraires dans ces applications archéologiques. Et en préparant cette présentation, je me suis dit finalement, il y a quand même quelque chose qui a fait que les archéologues et les écologistes se sont intéressés aux isotopes du soufre, c'est que globalement, c'était une manip qui était assez simple à faire. C'est-à-dire qu'on extrait du collagène, et puis on va le mettre dans une petite cupule en étain, et puis on va mesurer le carbone, l'azote, et puis maintenant le soufre dans ce collagène. Et donc ça, c'est fait avec typiquement des robots. Et donc, pas énormément de préparation, pas besoin de lignes de fluorination, pas besoin d'équipements lourds pour pouvoir faire ces mesures isotopiques du soufre. L'autre paramètre aussi important, c'est que dans les tissus biologiques, le soufre, c'est un élément qui est vraiment très abondant. Vous pouvez voir que dans la kératine, on a 15% d'azote et jusqu'à presque des fois 5% de soufre, donc la kératine, les ongles, les cheveux, les plumes des oiseaux aussi, donc énormément de mesures isotopiques d'azote, de soufre dans les plumes des oiseaux. Et puis dans le collagène qui se conserve, donc c'est une archive archéologique, 15% d'azote. Alors là, on a un petit facteur 10 pour le soufre, on en a jusqu'à 0,2%, mais enfin pour les géochimistes, travailler à l'ordre du pourcentage dans la concentration, c'est quand même quelque chose qui est super abondant. Et puis là, avec les développements qui ont été faits par justement François Fourel et Christophe Lécuyer, les premières applications des mesures isotopiques de soufre dans les apatites, qui est la fraction minérale des fossiles osseux, dans lesquels on peut avoir jusqu'à 0,5% de soufre. Alors, la première application en fait, qui a été faite en écologie puis en archéologie, ça a été
elle est liée à l'énorme différence qu'il existe entre le rapport isotopique du soufre en contexte marin, qui est ici, pardon, là, voilà, donc qui est autour de plus 20 pour 1000, et puis toute la variabilité des eaux douces, et une espèce d'incompatibilité en fait qui est entre la distribution des valeurs isotopiques d'eau douce et de celles de l'eau de mer. Et donc, tout de suite, on se dit, ah ben voilà, les applications vont arriver sur est-ce que la bestiole que j'observe était une bestiole d'eau douce ou une bestiole d'eau de mer. Alors évidemment, on pense tout de suite aux poissons qui migrent dans les rivières. Est-ce que ces poissons ont vécu d'abord en eau douce, en eau de mer, et puis du coup, comment on peut retracer finalement le cycle de vie des poissons en fonction des mesures isotopiques du soufre. Donc ici, j'ai pris un exemple où les rapports isotopiques du soufre ont été mesurés donc, dans une espèce de une petite calcification, une petite biominérisation qu'on appelle un otolite, qui est l'os de l'oreille interne des poissons et qui croît comme un tronc d'arbre. Et donc en mesurant ici, ça a été fait à la SIMS, à la microsonde ionique, les compositions isotopiques depuis le centre, donc la partie juvénile du poisson jusqu'à l'extérieur, vous voyez qu'on a un signal symétrique qui permet de reconstituer effectivement la partie où l'animal a vécu dans les eaux marines et dans les eaux douces. Donc, j'ai oublié de dire, pour les eaux marines, en général, hein, on est à 20 pour 1000, et puis tout ce qui n'est pas à 20 pour 1000, en gros, c'est l'eau douce. C'est tout le reste, c'est extrêmement hétérogène. Alors, j'ai aussi fait le choix de prendre une application en archéologie. Je me suis beaucoup inspiré d'un papier là, qui a été écrit dans Science Reviews en 2015, où j'ai retiré mes exemples. Donc là, il s'agissait d'une compilation de données archéologiques d'os de vikings, donc dans le nord de l'Europe, différents sites de vikings. Et on se demandait, donc les auteurs se demandaient, mais est-ce que les vikings mangeaient du poisson, de l'eau de mer, des poissons d'eau douce, des mammifères terrestres et compagnie. Et donc ici, une compilation où on voit que les animaux ici sont avec les symboles pleins, et donc les animaux qui sont sous influence des sprays océaniques eh bien, vont avoir des compositions isotopiques en soufre assez élevées. Et puis, comme ça, des animaux terrestres ou des animaux marins vont définir des espaces des domaines dans un espace carbone 13, carbone 12 et soufre 34, 32. Et donc, en replaçant les os des vikings dans ce diagramme, eh bien, les auteurs ont pu remontrer. Alors c'est là que j'ai découvert que les choses avaient beaucoup évolué en archéologie. Maintenant, ils utilisent des modèles bayésiens pour reconstituer les alimentations. Et donc, il y a des codes qui sont mis sur SourceForge et sur R et qui permettent. Donc ici, on est dans un espace. Alors pourquoi utiliser du bayésien? C'est parce qu'on est dans un espace sous-dimensionné. On a 4 sources alimentaires et on n'a que 2 proxys. Donc il faut utiliser des approximations. On fait des statistiques. Et donc les auteurs ont pu, village par village, recalculer les proportions de ces 4 pôles alimentaires. Donc ça, c'est les applications en archéo. Et récemment, c'est l'année dernière, François. Ouais. Donc l'équipe à Lyon a travaillé, a développé finalement toute la partie soufre, donc dans la partie minérale des os, avec une très belle application qui a été publiée dans Nature sur l'origine des premiers tétrapodes terrestres. Alors, pour la petite histoire, bon, les tétrapodes terrestres, on est au Dévonien, 350 millions d'années, quelque chose comme ça, 370, 80 millions d'années. Et historiquement, ces bestioles ont été trouvées dans des roches
qui étaient pleines de poissons. Et donc, on se demandait si ces grosses, c'était des grosses grenouilles un peu, enfin, salamandres, ouais, voilà, c'est ça, salamandres géantes, vivaient dans des environnements franchement marins avec des poissons, ou plutôt d'eau douce et estuariens. Et puis, donc en fait, le contexte environnemental sédimentaire des premières découvertes ne permettait pas de répondre à cette question-là. Et puis, toutes les autres découvertes qui ont été faites ensuite montraient aussi qu'un coup, on était en eau douce franche, un coup, on était en marin. Enfin, donc, voilà. L'histoire de l'origine des premiers tétrapodes, enfin, des conditions environnementales qui ont vu les animaux sortir de l'eau, restait complètement à formaliser. Et là, du coup, on revient sur cette espèce sur la dichotomie eau douce, eau de mer. Et donc, cette équipe mesure pour la première fois les valeurs de soufre, mais cette fois-ci dans les sulfates des os. Et donc là, retrouve un peu la même structure qu'avec le collagène. Les animaux qui sont franchement marins, les poissons, sont des valeurs isotopiques du soufre qui est proche de la valeur actuelle de l'eau de mer. Et puis ici, sur des animaux qui vivent plutôt en contexte d'eau douce, des valeurs qui sont très proches de celles de leur eau environnementale. Ici, les points rouges, si je me souviens bien, François, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, les points rouges sont la valeur isotopique de l'eau dans laquelle les animaux en bleu ont vécu. C'est ça. Donc vous voyez que la valeur isotopique des sulfates des os des animaux est très proche de la valeur isotopique de l'eau des sulfates de l'eau dans laquelle les animaux ont vécu. Donc on se dit, tout est là pour tracer l'origine de vie des tétrapodes. Et alors, donc voilà les résultats. Ici, la valeur isotopique du soufre et ici, la valeur isotopique de l'oxygène dans les phosphates de l'os. Alors malheureusement, on est à 380 millions d'années. Il y a beaucoup de diagénèse. La diagénèse, c'est toutes les modifications post-mortem qui ont altéré la valeur initiale de l'os. Et donc, vous voyez tous les petits... Alors, les tétrapodes, c'est en violet. Mais tous les points qui sont entourés en rouge ont souffert de diagénèse de mémoire par un excès de soufre, je crois. C'est-à-dire qu'il y a trop de soufre dans l'os. Donc, on suspecte un apport extérieur de soufre qui va modifier la valeur originale. Et puis les points en vert aussi qui sont moins fréquents. Alors eux, je crois que c'est un excès de carbone ou enfin bref. En tout cas, ces points sont retirés de la discussion puisqu'ils étaient sujets à des processus de diagénèse. Bon, néanmoins, on voit que les placodermes ont des valeurs qui sont plutôt autour de 20 pour 1000, François, donc des valeurs qui sont plutôt terrestres. Alors en fait, l'oxygène lui donne une information un peu différente, parce que là, vous voyez qu'on fait un modèle où on mélange donc de l'eau de mer, ici, avec des eaux douces, des différentes valeurs isotopiques d'oxygène de l'eau douce, et en mesurant le rapport isotopique ici de l'oxygène des phosphates, on voit que les animaux finalement vivaient dans un mélange d'eau douce, et donc les valeurs isotopiques de l'oxygène suggèrent un environnement qui est plutôt d'eau douce, plutôt aquatique d'eau douce, et donc à mon avis la valeur, alors évidemment c'est pas le soufre, mais la valeur isotopique de l'oxygène des phosphates de tous ces animaux, vous voyez, est complètement offsetée par rapport et décalée par rapport à tous ces points noirs qui sont des valeurs de conodontes, qui sont des petites bestioles un peu énigmatiques, mais qu'on sait être des bestioles marines franches. Voilà. Donc probablement que le mystère de l'origine des tétrapodes a été résolu. Alors, un autre sujet qui à mon avis, devient un petit peu plus intéressant, c'est toujours dans cette revue de Nelish, une compilation qu'il a faite. Alors, dans les reconstructions paléo-environnementales, on vit, en fait, on est
là où on vit, donc en contexte marin ou en contexte, par exemple, d'eau douce. Mais la valeur isotopique est aussi influencée par la position qu'on a dans la chaîne trophique. Comme disait Brillat-Savarin, on est ce qu'on mange. Et les géochimistes ont rajouté, on est ce qu'on mange, mais plus ou moins quelques pour mille. Et en fait, en soufre, alors, donc, par exemple en oxygène, en carbone et en azote, c'est très bien connu, il y a ce qu'on appelle des trophic shifts, des sauts trophiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire qu'en fait, on peut reconstituer en connaissant une valeur isotopique, la valeur isotopique de l'alimentation, et à ce moment-là, savoir la place dans la chaîne trophique qu'occupait l'animal. Et pour le soufre, c'est absolument pas connu. Et donc, dans cette compilation de Nelich, dans un premier temps, il a compilé toutes les données archéologiques qui avaient été publiées. Et ici, on a les valeurs de la faune et des humains qui ont été retrouvés sur le même site. Et donc, en calculant la différence entre les humains et la faune, on peut éventuellement calculer des valeurs de sauts trophiques. Et vous voyez qu'à la fin, eh bien, cette valeur, elle est vraiment pas très grande. Elle est à peu près 0,8 pour 1000, disons 1 pour 1000. Donc des tout petits sauts trophiques. Pour l'azote, cette valeur de saut trophique, par exemple, est à 4 pour 1000. Et donc ici, vous voyez qu'on est quand même dans un contexte, j'allais dire physiologique, écologico-physiologique, assez compliqué, puisque ce saut trophique, eh bien, il est vraiment très ténu. Donc, on va avoir potentiellement des difficultés, finalement, à reconstituer correctement la position de l'animal dans son environnement. Et puis, ici, dans une autre compilation, l'auteur s'y est pris différemment. Il a calculé ce saut trophique plutôt dans des contextes expérimentaux. C'est-à-dire qu'on prend des bestioles et puis on sait exactement la valeur isotopique de l'alimentation qu'on lui donne. Et puis après, on mesure, vous voyez, différents organes, des muscles, des cheveux, du collagène. Et vous voyez qu'en faisant ça, on se retrouve quand même avec des valeurs extrêmement disparates, des fois négatives, des fois positives, des fois extrêmement positives. Si bien qu'à la fin, on se retrouve avec une moyenne qui, elle aussi encore, est vraiment très petite. Donc beaucoup de bruit. Et finalement, on se dit, on va avoir quand même des problèmes avec les isotopes du soufre, parce que finalement, on n'y connaît pas grand-chose. On l'utilise dans des reconstitutions paléo-environnementales, mais finalement, on ne connaît rien sur ces fractionnements qui sont à la fois entre l'alimentation et les organes, mais aussi finalement entre les organes, et du coup, sur le cycle du soufre, on n'y connaît pas grand-chose. Donc je finis cette parenthèse archéo-écologique pour arriver à ce que je connaissais, ce que je connais un petit peu plus, qui concerne la partie biologie humaine. Pour raconter ça, je me suis dit je vais le faire dans l'ordre chronologique. En fait, avec Francis Albarède, dans les années, je sais pas, assez rapidement finalement, en 2006, on s'est dit qu'il y avait quand même tout un potentiel d'utilisation des métaux de transition en biologie pour éclairer le métabolisme de ces métaux. Et notamment, on s'était dit dans une tumeur. Une tumeur, c'est un environnement anoxique. Et on s'est dit, finalement, tous les métaux qui changent de valence sont susceptibles de fractionner. Et donc, typiquement, ici, dans une tumeur, on a une diminution de l'oxygène depuis la partie qui est au contact du capillaire, qui est vascularisée, vers l'extérieur de la tumeur, qui n'est pas vascularisée. Une tumeur, c'est un bout de tissu qui croît tellement vite qu'en fait, elle n'est pas vascularisée correctement. Et donc, on sait que l'extérieur de la tumeur est un environnement qui est plutôt anoxique par rapport à la zone centrale. Bon. Et du coup, on s'était dit que le cuivre était un bon candidat pour ça. Et on s'est intéressé donc au cancer du réservoir du cuivre, qui est le foie, donc les hépatocarcinomes.
Et l'hépatocarcinome est donc une maladie assez particulière, enfin c'est un cancer particulier, puisque le plus souvent des cas, il survient suite à l'existence d'une maladie hépatique chronique, donc le plus souvent une cirrhose ou une hépatite. Et donc c'est une maladie qui se développe principalement dans les pays en voie de développement pour des raisons, des raisons nutritionnelles. Et du coup, au lieu de travailler sur la tumeur, parce qu'on s'est dit finalement on va échantillonner quelque chose qu'on sait déjà être malade, le plus intéressant c'est de travailler dans le sang. Et donc on a eu accès, grâce au cirque, à des échantillons d'une sérothèque d'une population thaïlandaise, avec des contrôles, donc les verts, les gens qui sont pas malades, des gens qui sont malades du cancer du foie, qui s'appelle hépatocarcinome, HCC, et puis des gens qui ne sont pas encore malades, qui sont chronic liver disease, donc qui ne sont pas malades du cancer, mais qui ont déjà une cirrhose et une hépatite. Et on a donc mesuré les rapports isotopiques du cuivre. Et donc on a publié ça dans les PNAS en 2015. Et on voit qu'il y avait une différence très intéressante entre les gens qui avaient un cancer du foie, enfin donc dans le sang, des gens qui avaient un cancer du foie, la valeur isotopique du cuivre dans le sang était plus négative que chez les contrôles. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit, mais pour des raisons de bilan de masse, les métaux, notamment le cuivre, hein, les métaux divalents, les métaux de transition en fait, dans le corps sont jamais à l'état libre, parce que c'est des poisons terribles, et donc ils sont toujours associés à une protéine qu'on appelle une chaperone. Et donc Francis, d'ailleurs, avec Toshi, avait modélisé ça. Il avait fait des calculs ab initio avec Toshi Fujitoshi. Et donc ils avaient prédit des fractionnements isotopiques des différents métaux de transition, principalement cuivre et zinc, en fonction de la nature du ligand, du métal. Et donc typiquement carbone, azote, oxygène et soufre. Et du coup, je m'étais dit, s'il y a un fractionnement isotopique du métal par bilan de masse, il faut qu'il y ait un fractionnement isotopique aussi du ligand. Donc je ne vous fais pas voir les résultats. On l'avait fait avec François d'ailleurs. On a mesuré le carbone et l'azote du sang de cette population thaï et on n'a rien vu. Par contre, quand on a mesuré les rapports isotopiques du soufre, alors là, c'était complètement une autre histoire. Et donc voilà les résultats. Les résultats, eh bien, que les rapports isotopiques du soufre du sang des gens qui avaient un hépatocarcinome étaient vraiment différentes de ceux qui avaient des contrôles, dans un premier temps. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est que, revenons à des gens qui ont cette maladie chronique du foie, parce que le problème en bio, ce qui intéresse les oncologues, c'est quand est-ce qu'on va passer d'un stade de maladie chronique du foie à un stade de cancer. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs? Est-ce qu'on peut le prédire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la maladie chronique du foie évolue en cancer? Et donc vous voyez que les rapports isotopiques du cuivre sont absolument pas sensibles au passage en fait maladie chronique cancer, puisque vous voyez que les maladies chroniques du foie couvrent toute la variabilité qui existe entre les cancers et les contrôles. En revanche, vous voyez que la maladie, pour le soufre, eh bien, les gens qui ont des maladies chroniques du foie ont des valeurs qui sont identiques à celles des contrôles, à la fois dans les RBC, c'est Red Blood Cells, et dans les sérums. Et donc là, on a potentiellement un marqueur du passage cancer du foie, du passage maladie chronique du foie à cancer du foie. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. On suspecte. On suspecte, alors je vais avancer un petit peu dans la discussion, excusez-moi. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites à l'époque par IRMS. Et ensuite, au laboratoire, eh bien, on a développé le soufre par multicollection, c'est-à-dire par ICP. Donc ça, c'est Emmanuel Albala qui avait développé ça. Et puis du coup, avec la présence du centre de cancer Léon Bérard à Lyon, on a réanalysé tout un grand nombre de différentes pathologies, donc notamment des hépatocarcinomes, mais il y avait aussi des cancers du sein, enfin il y avait tout type de cancer, puis il y avait des jeunes, puis il y avait des vieux. Et puis donc on a publié ça
en 2016 dans les JAS. Et là, le problème, c'est qu'on ne voyait plus rien. On ne voyait plus de différence entre les gens qui étaient en bonne santé et ceux qui avaient un cancer. Mais en fait, en faisant un petit peu le tri dans toutes ces données, en prenant par exemple que tous les gens qui avaient tous les malades d'un hépatocarcinome, et en les triant correctement, donc ici, vous voyez qu'entre... donc ça, je ne vois pas d'ici. Donc ça, c'est différents types d'hépatocarcinomes. Ça, c'est ceux qui étaient traités, ça, c'est ceux qui étaient naïfs, c'est-à-dire c'est ceux qui ont été, dont l'échantillon sanguin a été prélevé avant le traitement. Parce que là, le problème en biologie et en médecine, c'est que souvent, ce qu'on voit isotopiquement, c'est l'effet du médicament. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on analyse. Et donc vous voyez qu'en prenant tous les HCC, on ne voyait pas de différence entre ceux qui étaient les contrôles et les malades. Et puis en fait, en triant et en se remettant dans les conditions de l'étude de Thaïlande, c'est-à-dire qu'on n'avait pris que des mâles, parce que la physiologie des femmes est infiniment plus complexe que la nôtre, messieurs. Et donc, du coup, pour simplifier les choses, on ne prend que des mâles. Et si, dans le cas des gens des Français de Lyon, à ce moment-là, on ne prend que des mâles, vous voyez qu'on se retrouve dans la situation de la Thaïlande, où effectivement, les patients qui sont naïfs et qui sont atteints d'un hépatocarcinome ont des valeurs isotopiques plus petites que celles des contrôles. Et que les valeurs isotopiques des gens qui ont des maladies chroniques du foie est aussi identique à celle des contrôles. Donc deux choses importantes. La première, un début d'explication quand même, c'est qu'une cellule cancéreuse, elle produit énormément de H2S, et que ce H2S a une valeur très négative. Et donc je m'étais amusé à faire un petit bilan de masse, et en fait on tombe sur quelques pourcents, c'est vraiment quelques pourcents de mémoire, on était en dessous de 3-4% de soufre provenant de H2S peuvent expliquer la composition isotopique plus négative du cuivre des gens qui ont un hépatocarcinome. Juste une explication. C'est pas du tout, une hypothèse, c'est pas du tout une explication. La deuxième chose qui est importante, c'est que vous voyez, on revient un petit peu sur cette observation qu'on avait fait tout à l'heure en archéologie et en écologie. Finalement, la différence qu'il y a entre les patients qui sont malades et les contrôles, elle est toute petite. Elle est de 0,5 pour 1000. Et donc là encore, on se bat avec des toutes petites différences. Donc il faut faire des mesures précises. C'est là où je voulais en venir. Donc deux conclusions intermédiaires. La première, c'est que finalement, on ne connaît rien du métabolisme du soufre chez l'homme. Donc vous pouvez prendre des granions, mais ça ne servira pas, à mon avis, à grand-chose. Peut-être qu'un jour, vous pourrez prendre des granions enrichis, et puis à ce moment-là, peut-être qu'on verra un effet. Donc ça, c'est quand même le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire, à mon avis, pour expliquer les variations chez les animaux, chez les mammifères, peut-être chez les poissons, puisque la physiologie des poissons et des oiseaux est complètement différente de celle des mammifères. Et puis l'autre problème, c'est que finalement, toute cette partie archéologie, écologie, pas vraiment de standardisation de la méthodo. Et ce qui pose un problème, parce on mesure des petites choses. Et donc du coup, on arrive sur la dernière partie de cet exposé, qui est vraiment rapide et technique. Et donc pour vous faire voir les premiers résultats qu'on a eus sur une étude interlabo de standard international d'origine biologique. Et donc on a distribué avec Emmanuel Albala il y a maintenant 3 ans différents échantillons. De mémoire, on a 2 échantillons complètement inorganiques, normalement qui doivent faire le consensus assez rapidement, très riches en soufre. Et puis ensuite, une série d'échantillons organiques, biologiques, qui reflètent différentes matrices biologiques, avec du sérum, avec du foie de veau, différents foies de veau. Alors à chaque fois, ce sont des échantillons qui sont achetés chez SRM, c'est-à-dire Standard Reference Material, donc des standards internationaux que tout le monde pourra se fournir par la suite. Ici, il y a du lait en poudre, et puis on a 2 types de protéines, la protéine de soja et la protéine de thon, et puis il y a aussi des haricots.
Des fois, on appelle ça, ce petit mélange, on appelle ça la salade niçoise. Et on l'a envoyé à différents labos, différentes techniques. Donc chez nous, eh bien, on le fait par multicollection sur un Neptune, c'est-à-dire par ICP-MS. Donc c'est Emmanuel qui est en charge de ça. Au CRPG, donc d'abord à Caltech, c'était Guillaume Paris qui était en postdoc à Caltech, qui a commencé à faire quelques manips, qui est maintenant à Nancy, qui va continuer, qui va refaire ces manips-là. Donc pareil sur un Neptune thermo, avec un protocole différent de celui d'Emmanuel. On a aussi envoyé des échantillons à ISO Analytical, qui est une boîte privée en Angleterre. Et donc eux, ils travaillent sur donc par IRMS, et puis ils ont un Europa scientifique qui est couplé à un CERCON. Et ça, c'est intéressant parce que c'est les seuls de connaissances à rajouter du pentaoxyde de vanadium, qui est vraiment hyper oxydant, qui à mon avis fait beaucoup dans le rendement de la réaction. Et eux, c'est intéressant aussi parce que c'est eux qui fournissent les standards de soja et de thon. À Dijon, c'est Christophe Tomaso qui s'en occupe avec donc un Vario Pyrocube et un Isoprime. Et puis à Paris, c'est Aurélien Bouillon qui travaille lui offline avec un MAT 253. Donc plusieurs méthodes différentes, plusieurs techniques différentes. Et les premiers résultats sont là. On voit comme ça, au premier abord, que ça a l'air joli. On voit que c'est quand même tout bien groupé par standard. Le standard à moins 30 pour 1000, eh ben évidemment, tout le monde le trouve à moins 30 pour 1000. Et puis après, ici, vous voyez qu'en fonction aussi, alors on a des petits désaccords sur les haricots. On a des désaccords sur la valeur du thon. Mais le problème, c'est que quand vous regardez l'échelle, là, on va quand même de moins 30 à plus 20. Et nous, on veut voir des choses à 0,5. Donc, quand on commence à zoomer là-dedans, eh bien, on voit que finalement, il y a encore du boulot parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur ces valeurs. 0,5, c'est la moitié. Hein, on est entre là et là. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément de dispersion, notamment, par exemple, sur la valeur du thon. Là-haut, on va de 1 à quasiment moins 2,5. On a 3,5 pour 1000. Donc là, il y a, à mon avis, énormément de boulot à faire pour proposer à la communauté des valeurs de référence pour pouvoir continuer à travailler sur le soufre en domaine de l'archéologie, de l'écologie et de la biologie. Et je vous laisse là-dessus. Merci. Merci Vincent. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, j'ai plusieurs questions. Déjà, bon, il y a peut-être une partie de réponse avec tes dernières diapos. Quand on revient aux box, aux boîtes là, pour expliquer comment tracer les personnes qui ont un carcinome, par exemple, c'est pas vraiment propre au soufre, ma remarque. Mais bon, puisque tu présentes des données, j'ai une question ici sur le soufre. Tu dis qu'on peut les différencier ou que c'est pareil. Pour moi, à vrai dire, dans la barre d'erreur, tout est pareil. Et c'est à peu près toujours le cas quand on présente des données sous ce format-là. Donc, est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu comment on considère ça ? Alors, bien sûr, c'est des questions de quartile et de choses comme ça, mais il y a quand même des barres d'erreur associées, de faibles populations. Donc, je sais pas, je suis toujours un peu sceptique. Est-ce que tu peux commenter, s'il te plaît ? Ça n'enlève rien à l'intérêt, je trouve ça passionnant. Non, mais en fait... C'est plutôt l'utilité. Non, c'est pas ça, Guylaine. En fait, une fois que tu as mesuré la composition isotopique du tungstène dans une météorite, ou dans un type de météorite, que tu le fasses une fois ou que tu le fasses, si tu veux, 50 fois, tu vas toujours retrouver la même valeur. Il faut la faire proprement, mais tu vas retrouver à peu près la même valeur. Justement pas, donc c'est pour ça que je suis intéressée. Ce que je veux dire, c'est que le formalisme, si tu veux, du fractionnement isotopique, c'est un formalisme, enfin c'est une mécanistique, si tu veux, qui est physique. D'accord ? Donc si tu reprends globalement le même grain de la même météorite et que tu le mesures n fois, en gros, tu vas retrouver la même valeur. C'est ça que j'essaye de dire. La valeur isotopique du sang, de ton sang, du mien, elle, par exemple pour le fer, elle va varier 10 fois par jour si tu veux, parce que le temps de résidence du fer dans le sérum, il est vraiment très court, d'accord ?
Et donc en fait, en biologie, tu peux pas. Donc c'est un des problèmes d'ailleurs des développements de toute cette géochimie appliquée à la biologie, c'est qu'on est obligé de travailler sur énormément d'échantillons. D'accord ? Donc c'est pour ça que tu vois cette représentation en box plot. D'accord ? Après, en haut, ce qui est marqué, si tu veux, c'est la probabilité. Donc c'est ce qu'on appelle la p-value. Donc tout ça, c'est des tests qu'on appelle, c'est des tests statistiques, et en fait, qui te donnent la chance que la valeur tirée dans une des deux boîtes soit que la distribution, des valeurs dans les deux boîtes soit liée au hasard. Et tu vois que ici, par exemple, tu prends le bleu et le rouge. Tu vois que cette valeur de P est à 2,10-4. Ça veut dire que tu as 2 chances sur 10 000 que la distribution des points à l'intérieur des boîtes rouges et bleues soit liée au hasard. 2 chances sur 10 000. Donc je comprends bien que tu as une dispersion. Enfin, pour répondre à ta question, la dispersion, elle est effectivement biologique. Mais ça me semble évident. En bio. Ok, en bio, ça bouge dans tous les sens. Par contre, la distribution qu'il va y avoir entre les 14 échantillons et les 20 échantillons qui seront dans ces deux catégories-là, tu as 2 chances sur 10 000 qu'elles soient liées au hasard. Mais alors, si on passe à l'étape d'après, parce que je pense que c'est ça le but de toutes ces études, on prend un individu X, on fait une analyse de sang, on trouve telle composition isotopique en soufre. 2 sur 10 000 ou 2 sur 100 000, d'accord, c'est extrêmement faible ou grand, enfin, ça dépend comment on voit ça. Ouais. Mais est-ce que c'est suffisant pour poser un diagnostic ? Ah non. Enfin, je veux dire, ça aide. De toute façon, les diagnostics, si tu veux, ils sont toujours, il y a toujours une part d'incertitude dans un diagnostic. Toujours. Même quand tu fais un prélèvement sanguin, si tu veux, il y a toujours une incertitude déjà sur la mesure. Et sur ce qu'on appelle un biomarqueur, si tu veux. En fait, un biomarqueur, t'as toute une biostatistique derrière un biomarqueur. Rarement, un biomarqueur est utilisé tout seul. C'est une convergence de biomarqueurs qui font que... tu prends par exemple, si tu veux, le PSA, qui est pour les hommes le marqueur du cancer de la prostate. Si tu as une infection urinaire, tu as des PSA qui sont au plafond. Donc, tu as plein de facteurs confondants qui vont faire que tu vas avoir, à la fin, si tu veux, en tout cas, tu ne bases pas le diagnostic en général sur un biomarqueur. Bien sûr, et cette probabilité, donc couplée à d'autres biomarqueurs, est suffisamment bonne. Après, alors cette probabilité, elle est très très bonne. Si tu veux, 2 sur 10 000, c'est excellent. Enfin, je veux dire, c'est le rêve total. Après, ce qui nous manque ici maintenant, c'est toute la mécanistique qu'il y a derrière. J'avais une autre question qui n'a rien à voir. Ouais. C'était sur les tétrapodes. Ouais. Tu montrais, je crois, la composition isotopique. Alors, je ne sais plus si c'était des tétrapodes ou des poissons. Et tu montrais aussi celle de l'eau, dans laquelle ces bêtes-là vivaient. Ici, voilà, là. Ici. Ça, c'est actuel. Avec les points rouges et les carrés bleu ciel. Ça, c'est actuel. D'accord. Ouais. Et je me demandais pourquoi les points rouges étaient parfois à gauche, parfois au milieu, parfois à droite des carrés bleu ciel. Est-ce que tu peux commenter entre l'eau et les bêtes qui vivaient là-dedans ? À mon avis, ils sont dans la... Tu vois, ils sont dans la barre d'erreur. Enfin, je veux dire, ils sont dans la variabilité, quoi. Pour toi, c'est dans la variabilité ? Oui. D'accord. Non, je me demandais quel mécanisme était en jeu. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tu vois d'ailleurs ici que ce poisson-là, il est supérieur à l'eau de mer, et puis les 4 autres de l'autre côté de l'eau de mer. C'est de la bio. D'accord. Oui, Lisa. Just going back to the biomarker for the cancer. If you follow patients over time, do you see a shift? Is there an evolution in the sulfur composition over time with the increase in cancer cells? That's a good question. Yeah, that's a good question. The problem with sulfur is that when we published the paper after the PNS one, we stopped working on sulfur because it wasn't conclusive by looking at this graph. Mm-hmm. But since that meeting of today, and
reworked the data and found that there is a difference between those two populations, the control and the HEC. Still, I mean, it's really interesting to come back on this topic. Mhm. The point is that we know we using copper isotope that there is an evolution through time, and this evolution is linked, is correlated with the evolution of other biomarkers. Mhm. So when you are getting sick, the value of copper decrease, but we don't know how it works for sulfur. And you talk about using other biomarkers, but do you use other sulfur biomarkers to look at the function of the liver over time as No. well? No, No. because I've read, I like carbonyl sulfide, so I'll go back to carbonyl sulfide, and it's nothing to do with isotopes, but it's sulfur. I read in some literature that carbonyl sulfide is a good biomarker for liver function, and I think livers that they were testing this to see whether they could prioritize which patients would be most urgently requiring a liver transplant, and so they were looking at the evolution of COS in the breath, and this seemed to be a reasonably good biomarker to say, this one is the priority, this is who we give the liver to now. And they looked at different types of liver function. And also for lung transplants, COS is a biomarker for organ rejection. So I don't know where that field is going, or whether it's not. But certainly, when you look in the literature and they ask what the mechanism, and they just say it's sulfur metabolism. They don't know where that COS is coming from, and I'm trying to work on it on bacteria and plants, and eventually, hopefully that would maybe give us clues as to, okay, well, what are the pathways for COS production, and how can they link into, maybe it's an organ failure, but maybe it's also a shift in microbiome. Yeah. That's the metabolism of the organisms that are linked to the whole breakdown of the immune system could be producing these sulfur biomarkers. So it's just some observations from the literature. We miss the mechanism, Mm-hmm. clearly. Vincent, what you've been working with now is blood and serum. Could you try to be more specific and look at different molecule by LC-ICP-MS or GC-ICP-MS for sulfur? Because we can't do GC-IRMS for sulfur because of oxidation, but GC-ICP-MS has been done and published already. Is it something you're looking at? Okay. GC-ICP-MS? Yeah, for sulfur, yes. For sulfur? They do it in Po, for instance. But they don't do isotopes? Yes, isotopes. Yeah. Without separation and... Yeah, separation first, online, yeah. How you separate... Oh, you separate the sulfur compound from the matrix? With a gas chromatograph, yes. Okay. Yeah, GC-ICP-MS is known for a long time now. And not bulk. Yeah. I fully agree with François' comment. If you have an isotope effect during for people having cancer, then there is either a specific metabolic pathway, therefore specific molecules having this extreme isotope composition, or as James argued for his organism, you change something in the cellular stuff, so therefore some of the specific molecule will have a specific isotope composition. I understand the point. Just I don't know what is the carrier of the isotopic difference. Yeah. Which sulfur compound carried But you can in theory analyze the isotope composition of every compound. Yeah, but after you need 10 liters of blood. Well,
No, for sure. That's a limitation. Blood is actually you can have 5 milliliters maximum. So you have to live with 5 milliliters. Because what they do on oil is really amazing. Yeah, oil. But you can feel a plane. Is there more questions? Then thank you. Thank you. Vincent. Merci à tous. On n'a pas mis au point la possibilité d'envoyer des questions par Internet. Donc, je ne demanderai pas aux gens qui nous suivent par Internet s'ils ont des questions. Mais je vous remercie tous pour votre présence. Et j'espère que l'enregistrement a bien fonctionné, ce qui fait que les vidéos seront bientôt mises en ligne pour pouvoir les visionner ou les revisionner. Et tout sera en ligne sur le site de la SFIS rapidement, rubrique AMS. Merci. Au revoir.